Alors, une vidéo sur les postulats de la mécanique quantique. Alors, quelques exemples tirés du spin, l'expérience de Stern et Gerlach, où on avait effectivement des électrons qui étaient envoyés à travers un faisceau, au travers un champ magnétique de gradient dirigé sur un certain axe, l'axe OZ ici, et on voyait que les électrons pouvaient prendre deux états. Voilà. Ces états sont représentés par des quêtes, le quête plus et le quête moins. Euh, donc on va en fait formaliser la notation de Dirac dans la continuité de la vidéo que j'avais faite précédemment. Donc le moment cinétique ou magnétique des atomes ne peuvent prendre que deux valeurs. Donc théorie dans un espace de Hilbert de dimension 2, on a vu ce qu'était un espace de Hilbert. Je ne reviens pas sur cette notion. Alors vecteur d'état et grandeur physique. Donc premier postulat de la mécanique quantique, l'espace des états, principe de superposition. Donc à chaque système physique est associé un espace de Hilbert de dimension h, et l'état du système est défini à chaque instant par un vecteur, le vecteur que l'on note sous la forme d'un ket, le ket phi, qui appartient donc à notre espace de Hilbert, okay, qui est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire hermitien, voilà, normalisé. Donc notre ket est normalisé, autrement dit le produit scalaire entre le bras phi et le ket phi doit être égal à 1. Le principe de superposition nous dit qu'effectivement, comme on voit ici dans l'expérience de Stern et Gerlach, en fait, l'état de notre spin, de notre électron, peut être ou dans l'état haut ou dans l'état bas. Autrement dit, on peut avoir une fonction d'onde phi qui s'écrit sous la forme C1 de psi 1 plus C2 phi 2. Donc, on va déterminer à travers C1 et C2 plus ou moins les probabilités. On verra que la probabilité, c'est le produit scalaire euh, de ce quête avec un bras qui va correspondre à la probabilité qu'aura notre particule d'être plus ou moins dans un état ou dans un autre. Voilà. Bon. On a le principe de superposition qui dit qu'on a une superposition d'états potentiels, voilà, psi peut être dans l'état psi 1 ou dans l'état psi 2, et des coefficients qui vont impliquer dans les probabilités, on va le voir. Pardon. Donc psi scalaire psi est égal à 1, c'est équivalent au module de de C1 carré plus C2 carré qui est égal à 1, en supposant que les vecteurs sont orthogonaux, hein, phi 1 et, phi 1 et phi 2, donc phi 1 scalaire phi 2 est égal à 0. Phi 2 scalaire phi 2, c'est phi 1 scalaire phi 1, c'est égal à 1. On est dans une base, on considère des vecteurs normés. On considère donc le ket phi et aussi le ket exponentiel i delta phi. Ces deux quêtes en fait vont représenter le même état à un facteur de phase delta près. Effectivement, si on considère le ket phi 1' comme étant exprimé sous la forme exponentielle i delta ket phi 1 et le ket phi 2' étant exprimé sous la forme exponentielle i delta 2 ket phi 2, alors C1 phi 1 plus C2 phi 2 ne sera pas égal à C1 phi 1' plus C2 phi 2'. La phase relative, qui est donnée par en fait, la différence entre delta 2 et delta 1, va produire des interférences lors de la superposition de nos deux fonctions d'onde. Deuxième postulat de la mécanique quantique sur les amplitudes de probabilité et les probabilités. Donc si le ket phi représente l'état du système et le ket qui représente un autre état physique de mon système, on va donc définir une amplitude de probabilité sous la forme l'amplitude de probabilité qui nous dit que phi tend vers la valeur qui, donc c'est l'amplitude de probabilité de trouver le ket phi dans l'état qui, et ça aussi c'est très important en mécanique quantique, et bien c'est tout simplement donné par le produit scalaire entre le bras qui et le ket phi. Donc ça c'est effectivement la manière dont on va calculer en mécanique quantique une probabilité, on verra que d'avoir un résultat de mesure, enfin d'avoir un vecteur d'état qui correspond à une certaine mesure. En fait, on dira que le module de qui scalaire phi au carré, vous ne voyez pas le carré, mais c'est un carré, puisque représente la probabilité. Autrement dit, la probabilité, c'est le module au carré de ce produit scalaire. Ok, donc c'est la probabilité pour l'état phi de passer le test qui. Autrement dit, plus ce nombre qui va être compris entre 0 et 1, s'il est égal à 1, alors on pourra dire avec quasi certitude que notre vecteur d'état que l'on cherche à mesurer, à déterminer phi, et donc est dans l'état qui, que l'on connaît préalablement, puisqu'on connaît les états de notre système, on sait plus ou moins dénombrer les états de notre système.
quantique. Et on notera, donc c'est une notation à connaître, à apprendre par cœur, à utiliser dans les calculs, que la probabilité que phi soit dans l'état qui, ça peut se lire comme ça, probabilité que le vecteur phi soit dans l'état qui est égal au module carré du produit scalaire entre le ket phi qui et le ket phi. Vous pouvez simplifier en disant que c'est égal au module carré de qui scalaire phi. Ok? Donc vous apprenez ça et vous saurez faire des exercices de calcul probabiliste élémentaire en mécanique quantique. Expérience. Donc dans l'expérience un peu précédente, bon voilà, qui était l'expérience de Stern-Gerlach, on a une probabilité, on a une équiprobabilité, on va dire, compte tenu des paramètres de notre système, que notre électron soumis au champ B aille vers le haut ou aille vers le bas. D'accord? Donc ce que l'on exprime en notation formelle, avec je dirais cette notation donc, de Dirac introduite ici, comme phi2, donc P2 est égal au produit scalaire entre le bras plus direction O et phi au carré, module au carré, et 1 demi qui est égal au module carré du produit scalaire entre le bras moins, de moins noté, et le ket phi. On prépare des atomes d'argent dans l'état plus suivant Z, l'axe Z. On a ensuite deux possibilités de résultats. Soit on est dans l'état plus suivant θ, bon ici θz, bon c'est pareil, bon. Soit on est dans l'état moins en fonction de θ. Donc la question qu'on se pose, c'est quelle est la probabilité de trouver un atome préparé dans l'état modélisé par ce ket plus suivant Z, dans l'état, donc ce ket-là, il est préparé dans cet état, on cherche une probabilité de trouver cet atome de cet état dans l'état plus suivant θ, après passage par un deuxième appareil. Voilà. Donc si on a la modélisation suivante, que notre vecteur en fait forme un angle θ avec, le vecteur z, on aura que la probabilité sera égale au module carré du produit scalaire entre le bras plus suivant θ et le ket plus suivant z. Ce sera donc égal au cosinus carré de θ sur 2. Okay, si Uθ, donc j'ai pas noté Uθ, mais c'est ce vecteur-là, s'exprimant dans la base z chapeau, x chapeau, ici on a du x chapeau, c'est le cosinus θ suivant z chapeau et le sinus θ suivant x chapeau. Donc, une remarque, cette probabilité est indépendante de la phase et donc indépendante du choix de la base. Ok, donc parce que si on avait de la phase, en fait, le produit scalaire, l'exponentiel, par exemple, que vous comprenez bien, l'exponentiel plus i delta du ket, quand on transformera le ket en bras, ça fera de l'exponentiel moins i delta, d'accord? Et donc l'exponentiel moins i delta plus i delta exponentiel 0, c'est 1, donc le facteur de phase n'intervient pas dans le module carré de l'amplitude. Donc c'est pour ça que on dit que cette probabilité est indépendante de la phase. Ok? Troisième postulat, donc grandeur physique et opération. À toute grandeur physique grand A est associé un opérateur grand A. Donc grand A, on va pouvoir l'écrire comme étant la somme sur n des AN multipliées par la projection sur n. Ou la projection sur n, on l'a vu dans une précédente vidéo, je vous renvoie à la première vidéo sur le cours de quantique, que Pn est égal à la somme pour R variant de 1 à l'ordre de multiplicité en fait de notre valeur propre, n, de la diade n à l'ordre de multiplicité r. Ok. Les seuls résultats possibles de la mesure sont les valeurs propres à n de l'observable A. A, c'est un opérateur, on parlera par la suite, si on n'a pas déjà commencé à en parler, d'observable en fait. Voilà. On prépare un très grand nombre de systèmes quantiques dans le même état, l'état phi, et donc on pourra exprimer le vecteur phi, le ket phi, comme étant la somme sur nr des dyades, d'accord? Si c'est une dyade, dyade n d'ordre multiplicité r, ce sont les vecteurs propres de notre système qui correspondent bon, c'est une simplification d'écriture, ok? Appliqué à phi. Autrement dit, le ket phi pourra se mettre sous la forme la somme sur nr des cnr, donc les quêtes n d'ordre de multiplicité r. Donc c'est fondamental en quantique, c'est la question suivante. Quelle est la probabilité, donc P de AN, d'observer la valeur propre AN lors d'une mesure? N étant fixé, cette probabilité s'écrit sous la forme P de AN est égal à somme pour R variant de 1 à l'ordre de multiplicité de notre valeur propre du module carré, donc des coefficients des Cn au carré, qui est égal donc à la somme
pourrait variant de 1 à l'ordre de multiplicité de notre valeur propre de la diade phi nr. Ok. Et ceci, et c'est comme ça qu'on pourra calculer dans la pratique les choses. Et ben, pour calculer la probabilité d'observer la valeur propre AN lors d'une mesure, et ben, on prendra le projecteur N en sandwich avec les deux fonctions d'onde. Autrement dit, on peut le noter phi scalaire Pn scalaire phi. Ok. La valeur moyenne d'une observable étant égale à la somme des probabilités des AN, de la somme des AN pondérées par leur probabilité. Ok. Donc c'est comme une valeur d'énergie moyenne. Donc cette expression coule de sens d'un point de vue intuitif. Les AN étant l'ensemble des valeurs propres de notre observable, de notre grandeur grand A. La valeur moyenne de grand A exprimée donc suivant la fonction d'onde phi que l'on mesure dans notre système est égale à la somme sur n des AN multiplié par phi Pn projecteur scalaire phi n. Mais ceci, on peut l'écrire, donc on peut rentrer la somme dans le produit scalaire. Donc on peut l'écrire encore comme étant le produit scalaire de phi par la somme des AN Pn, et ceci, ça va représenter notre observable, phi. Autrement dit, on a bien que la valeur moyenne d'une observable en mécanique quantique, d'un opérateur grand A, est égale au produit scalaire entre le bras phi et le ket à phi. Opérateur hermétique le plus simple à connaître par cœur, oui voilà, effectivement, et savoir appliquer dans les exodes quantiques. Voilà, donc effectivement, l'opérateur hermétique le plus simple qui est le projecteur sur X, c'est la diade de X. Ok. Donc je ne reviens pas sur les éléments que j'avais démontrés en première vidéo, mais je les rappelle, hein, la diade de X, si X est un vecteur, si on est dans un espace de Hilbert de dimension n, observable dans une dimension n, et que le vecteur x s'exprime sous forme d'un ket, d'un vecteur colonne n', une colonne, à ce moment-là, le bras x est un vecteur, une ligne n colonnes, et donc le produit d'un vecteur n1 par un vecteur 1n, c'est une matrice nn, d'accord? Donc px, c'est pas un scalaire, c'est pas un complexe, c'est une matrice, c'est un observable. Voir la première vidéo que j'ai fait à ce sujet, notamment. Donc ces deux valeurs propres sont 0 ou 1. L'opérateur donnant le spin de la particule étant donné, donc le spin suivant z étant égal à h bar sur 2, h la constante de Planck, la diade, le produit de plus suivant z multiplié par le vecteur plus, bon, ça c'est l'expression en fait du calcul suivant le projecteur. Voilà. Ça correspond à la décomposition spectrale de l'opérateur Sz dans la base, composée souvent des vecteurs de base qui sont orthogonaux et qui sont normés, ket plus suivant z et ket moins suivant z, donc liés souvent à l'orientation de l'appareil dans notre mesure quantique. Les valeurs propres de cet opérateur sont plus ou moins h bar sur 2, où h bar est la constante de Planck réduite. Donc point essentiel, sauf si l'état phi est vecteur propre de A, le résultat d'une mesure de A ne révèle pas une valeur préexistante de la grandeur physique. AN est créé en ce sens par la mesure. Notion de mesure idéale. L'objet de la mesure n'est pas détruit. Si le résultat de la mesure est alpha n, l'objet se trouve alors dans l'état projecteur de n fois appliqué au ket, appliqué à notre fonction, à notre vecteur d'onde phi, à l'issue de la mesure. Il va y avoir, à l'issue de la mesure, une réduction du paquet d'onde. Cette réduction du paquet d'onde se calcule comme suit. Donc, l'onde phi va se réduire suivant la projection. Pn appliqué à phi sur, effectivement, la racine carrée de cette valeur qui est un complexe, puisqu'on a un produit scalaire. Okay, Pn appliqué à phi, ben, ça donne un ket. Et donc, on a un produit scalaire d'un bras par un ket. On a bien un scalaire, enfin un complexe, dont on prend, en fait, j'ai oublié la barre du module. Dans le corps des complexes, on prend le module. Effectivement, Pn pris en sandwich entre phi et phi, c'est pareil que dire qu'on a... oh là, j'ai du Pn carré, pardon. Oublié le carré. Mais bon, c'est phi, scalaire Pn plus Pn par phi. C'est égal, puisque Pn est hermétique par rapport aux propriétés de l'adjoint. Hein, donc, à voir dans ma précédente vidéo où j'ai défini ce qu'était un opérateur hermétique, ce qu'était un adjoint, ce qu'était un auto-adjoint.
Donc on applique l'opérateur, donc Pn plus est égal à Pn, puisque c'est un opérateur adjoint, donc c'est égal au produit scalaire entre le bras Pn phi et le quai Pn phi, et ceci c'est égal au module de Pn phi. Ok. Rappel, en tant qu'un projecteur est tel que Pn carré égale Pn, et que le conjugué hermétique, donc Pn plus qui est Pn dag, en fait on le note dag, voire mon précédent cours, est égal à Pn. Donc inégalité de Heisenberg. Donc ma fameuse inégalité de Heisenberg qu'on va redémontrer simplement. Donc on considère deux observables de grandeur A et B. On dit que ces deux grandeurs sont incompatibles si les opérateurs A et B associés ne commutent pas. Donc l'opérateur commutation on l'a déjà vu. Donc il se note entre crochets, donc c'est la commutation entre A et B. Si A et B ne commutent pas, donc A et B est non nul. On va donc calculer la dispersion de l'observable A et de l'observable B suivant sur notre vecteur d'onde de phi. Donc la dispersion, c'est la notion d'écart type, hein, c'est les écarts quadratiques moyens. Donc on calcule la moyenne du carré de A auquel on va retrancher le carré de la moyenne de A. Okay, ceci, on peut l'écrire sous la forme de la moyenne de A moins la moyenne de A appliquée à l'opérateur au carré. Vous avez qu'à développer ça, on retombe là-dessus. Pour B, donc pareil, on substitue A par B, et donc l'écart quadratique moyen de B au carré va être égal à la moyenne de B au carré, auquel on va soustraire le carré de la moyenne de B. D'accord? Toujours pareil, c'est la même identité. Pour un opérateur hermitien, qu'est-ce qu'on a? On a que le commutateur DAG entre A et B, c'est égal au commutateur de B DAG à DAG. A DAG étant le conjugué hermétique, ok? Donc je vous rappelle, dans la vidéo précédente, vous l'avez vu, maintenant c'est acquis. A DAG, en fait, c'est le... Vous transposez le vecteur, vous en prenez le conjugué, donc c'est un vecteur, une matrice, vous prenez tous les complexes et vous en prenez le conjugué, et vous obtenez un DAG, d'accord? Et donc ceci est égal au commutateur entre B et A, qui est donc égal à l'opposé du commutateur entre A et B. On peut écrire que le commutateur entre A et B est égal à IC, où C est égal à C DAG. Si ce commutateur est égal à IC, alors on a affaire à un opérateur anti-hermitien. Si cette commutation entre, les deux opérateurs est égale à C, on a affaire à un opérateur hermitien. D'accord? Bon, je vais détailler le calcul bon, pour pouvoir arriver à l'inégalité de Heisenberg, en fait. Bon, c'est pas évident de savoir où on part. Moi-même, bon, j'ai suivi le calcul, mais j'ai pas su au départ partir de. Il faut savoir vraiment bien partir pour pouvoir démontrer cette inégalité d'Eisenberg. Bon, après, suivre le calcul, c'est quelque chose qui est assez easy. Donc on va noter, on va prendre en fait des commutateurs A0 et B0, A0 sous la forme A moins la valeur moyenne de A fois l'identité, et B0 sous la forme B moins la valeur moyenne de B fois l'identité, d'accord? Ceci va nous donner que la commutation entre A0 et B0 est égale à I fois C. Le module de A0 plus I lambda B0 appliqué à l'opérateur phi au carré, où lambda est un réel, donc je développe ce module au carré, c'est égal à ça multiplié par le conjugué hermétique. Autrement dit, c'est égal à phi scalaire A0 moins I lambda B0 fois A0 plus I lambda B0 appliqué à phi. On utilise la linéarité et on distribue la linéarité du produit scalaire et on distribue effectivement l'opérateur moyenne. Et on obtient que ce terme-là est égal à la moyenne carré, la moyenne de A0 carré, plus lambda carré, module de moyenne de B0 carré, plus I lambda fois A0 B0 pris entre phi et phi, et moins I lambda phi B0 A0 pris entre phi et phi. Voilà. On développe ce terme-là, on obtient ceci, on développe une deuxième fois, et on a cette égalité qui doit être vraie, quel que soit lambda appartenant à R. Alors, c'est des calculs qui sont faits uniquement pour pouvoir démontrer cette égalité-là. Comme cette inégalité est vraie, quel que soit lambda appartenant à R, on s'aperçoit qu'on a un polynôme en lambda de degré 2, d'accord, parce que j'ai posé un lambda quelconque, et j'ai calculé le module carré de ce terme-là, qui doit être nécessairement positif, ok, puisque le module carré d'un terme, quel que soit lambda. Donc comme ce terme-là est positif, quel que soit lambda, on doit avoir un polynôme, donc on a un polynôme de degré 2, qui doit être convexe. En fait, on a donc le module carré de B0 est positif, donc on calcule le discriminant de cette équation du second degré, qui est égal donc à
module de C au carré moins 4 fois, donc AC, donc les coefficients donc, qui sont A0 carré, B0 carré. Ce discriminant doit être négatif, donc on en déduit cette inégalité. Cette inégalité nous donne que finalement, nécessairement, quelle que soit la valeur de lambda, on doit avoir, suivant cette relation-là, autrement, 1 demi de la valeur moyenne de C sur phi est égal au produit de delta phi, delta phi B. Ok? On va le redémontrer autrement, d'une autre manière, par la suite. Donc, évolution dans le temps, donc pour des opérateurs en mécanique quantique. Donc, postulat 4 de la mécanique quantique, l'équation de Schrödinger, effectivement, nous détermine l'évolution temporelle d'un état. Donc, effectivement, l'évolution temporelle d'un état est régie par l'équation de Schrödinger. Donc, je rappelle l'équation de Schrödinger ici, qui est l'équivalent en fait en mécanique quantique de la relation fondamentale de la dynamique en mécanique classique newtonienne. Donc on a que I h bar fois la dérivée temporelle de phi doit être égal à l'opérateur h, qui est l'opérateur hamiltonien de notre système, qui a déterminé en fonction des caractéristiques de notre système quantique, appliqué à la fonction d'onde de phi. Donc on peut avoir très souvent suivant comment l'hamiltonien est composé, on peut avoir une équation différentielle d'ordre 1 à résoudre, dans le cas le plus simple. Dans d'autres cas, c'est fonction de la forme que prend h, notamment. Donc h de t, c'est l'opérateur hermitien appelé hamiltonien. Donc je rappelle cette équation de Schrödinger qui décrit l'évolution temporelle de notre particule quantique au cours du temps. Voilà. L'équation ne s'applique pas tant que le système n'est soumis à aucune mesure. On parle d'un système fermé. Il y a quelques exceptions à cela. Pour des spins, par exemple, 1,5 dans un champ magnétique classique ou dans le cadre d'atomes dans un champ électromagnétique laser classique, il y a conservation de la norme, donc c'est nécessaire pour la cohérence de la théorie. Donc, on peut réécrire cette équation Schrödinger sous la forme des bras et des quêtes. La fonction d'onde devient donc IH bar, la dérivée par rapport au temps du vecteur phi, du quête phi, psi, pardon, est égal à h, l'opérateur hamiltonien h, appliqué à notre quête, notre vecteur d'état. Phi, d'accord. On cherche à connaître l'état de la particule au cours de du temps. Donc l'état de notre particule, ça va être une position spatiale déterminée par une densité de probabilité pour dire voilà, on a 80% de chance que la particule se trouve dans cet espace de phase. Donc c'est par exemple l'une des caractéristiques de l'état de notre particule, mais c'est pas l'unique caractéristique. Donc cette équation de Schrödinger, si on en prend on peut la composer, hein, c'est-à-dire on peut en prendre le conjugué hermétique. À ce moment-là, le conjugué hermétique de I, c'est moins I. Suivant les règles que j'avais exposées dans ma première vidéo, lorsque vous conjuguez hermétiquement un quête, vous obtenez le bras, d'accord. Et donc que effectivement le psi phi dag, c'est le bras psi multiplié par l'opérateur hamiltonien h. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va additionner les deux termes pour obtenir une égalité qui est de ce type-là. Ok, IH bar, psi, la dérivée partielle par rapport au temps du quête psi, plus IH bar, la dérivée par rapport au temps du bras psi appliqué à psi, qui est égal à 0. Ceci est équivalent à ceci, c'est-à-dire est équivalent à IH bar, la dérivée partielle par rapport au temps du produit scalaire, d'accord, du produit scalaire psi de t avec lui-même, donc du bras psi avec le quête psi, est égal à 0. L'évolution va donc être que notre quête psi à l'instant t égale 0 est égal, va évoluer. Donc on va évoluer d'un quête psi à l'instant t initial égale 0 vers un quête psi à l'instant t non nul, qui est unitaire, ok, puisque cette dérivée temporelle est nulle. Donc on considère un ensemble de quêtes comme étant un ensemble de quêtes alpha comme étant une base hilbertienne, donc de notre espace de Hilbert, donc l'espace quantique sur lequel on est censé travailler. IH bar, la dérivée par rapport au temps de alpha scalaire psi est égal à alpha appliqué à l'opérateur h. On injecte en fait l'équation de Schrödinger, on substitue IH bar d sur dt psi par cette valeur là, d'accord. Ok, et donc ceci va être égal à la somme sur bêta des alpha h de t bêta appliqué à bêta psi de t. Ça, on peut dire que c'est un grand H de alpha bêta de t.
Si on note des coefficients dépendant du temps, C indice alpha, comme étant le produit scalaire entre alpha, ces vecteurs de base, donc exprimés sous forme de bras, et le ket psi que l'on recherche, puisqu'on cherche la dynamique spatio-temporelle de psi au cours du temps pour déterminer l'évolution de notre système, alors on aura IH bar, la dérivée temporelle de C alpha de t est égale à la somme sur bêta des grands H de alpha bêta t, C bêta de t. D'accord? On s'aperçoit que l'on a une évolution réversible. On peut écrire cette expression sous forme vectorielle. On est dans un espace de Hilbert de dimension n. Donc C alpha de t peut s'exprimer sous la forme d'un vecteur colonne C1, C2 jusqu'à Cn. Grand H est une matrice hermitienne de dimension n, matrice hermitienne donc à coefficient complexe, puisque dans le corps des complexes. Donc cette matrice appliquée à un vecteur, la matrice H appliquée à un vecteur, ça nous donne un vecteur en homogénéité à gauche et à droite. Voilà. Postulat 4'. L'opérateur d'évolution. Donc le vecteur d'état psi de t au temps t se déduit d'un vecteur d'état psi de t par application d'un opérateur unitaire ut et t0, appelé l'opérateur d'évolution. Okay. Autrement dit, psi de t va être égal à notre opérateur d'évolution en fonction de sa valeur à t à l'instant initial t0 et de son évolution à l'instant t, qui va être multiplié par en fait la valeur de notre fonction d'onde à l'instant t0. Donc ça c'est déterministe, ok. Donc l'opérateur temporel, donc si vous voulez, le temps se cache à l'intérieur de u, hein, pas de notre fonction d'onde ici. Hein. Donc le produit scalaire de psi avec lui-même va être égal au produit scalaire de psi à l'instant initial avec lui-même. Et on aura la propriété de groupe qui nous dit que U à l'instant t, fonction de t et de t0, va être égal à U à l'instant t1 multiplié par U à l'instant t1 de t0. D'accord? C'est une forme de transitivité, c'est une propriété de groupe. Ces opérateurs unitaires voilà, régissent à des lois de groupe. Et on aura entre autres que U de t0t est égal à l'inverse de U en t t0, qui est égal à U DAG de t t0. Hein. Autrement dit, pour des opérateurs unitaires, le conjugué hermétique, c'est égal à l'inverse de cet opérateur unitaire. Pour assurer l'équivalence avec le postulat 4, on aura IH bar d sur dt de U de t t0 est égal à H de t fois U de t t0. On en déduit donc que H de t0 est égal à IH bar, la dérivée par rapport au temps de U de t t0, calculée à l'instant t égale t0. Grand H est le générateur infinitésimal des transformations. En général, on n'a pas, on peut intégrer cette équation différentielle et la mettre sous la forme d sur dt est égal à h de t sur i divisé par i sur h bar. Mais divisé par i sur h bar, c'est pareil d'avoir du moins i au numérateur, donc moins i sur h bar. Pourquoi? Parce que i au carré est égal à moins 1, u de t, et ensuite, donc comme on a une dérivée, on peut intégrer cette équation, et ça nous donnerait que u à l'instant t en t0, si on a la connaissance de u à l'instant t, on a la connaissance de notre fonction d'onde, hein, puisqu'on a vu que notre fonction d'onde, c'était cet opérateur multiplié par la fonction d'onde à l'instant t0 qu'on a mesuré, que l'on connaît. Donc l'exponentielle de moins IH bar sur la, donc on fait une intégrale de t0 à t, de h de t', dt'. Bon, t' étant une variable muette, il m'arrête d'intégration, ok. Mais généralement, on n'a pas ça. Mais c'est ce qui dériverait de l'équation de Schrödinger auquel on a injecté notre opérateur unitaire. Donc remarque, on ne peut pas assurer que h de t1 et t0, h de te2 commutent. Le seul cas où ça marche, on va dire, c'est lorsque notre Hamiltonien, ok, qui régit, je dirais, toute l'énergie de notre système, c'est-à-dire toutes les considérations énergétiques, quantiques de notre système sont groupées dans l'Hamiltonien, alors on aurait que h est constante. Il y a une seule exception, h ne dépend pas de DAG, oui, ok, alors on peut avoir l'opérateur unitaire sous cette forme-là. Ok, exponentielle moins IH bar, t moins t0 h. Si effectivement h de t moins t0 est une constante, voilà, l'intégrale d'une constante, ben, c'est la différence des temps t moins t0, donc ça apparaît ici. Voilà. Alors 3 états stationnaires. Donc c'est le cas d'un système isolé hamiltonien indépendant du temps. Alors à ce moment-là, notre opérateur unitaire, en fonction de la différence de temps t moins t0, peut s'écrire sous la forme exponentielle moins i t moins t0 sur h bar grand H. Grand H est l'hamiltonien de notre système. Il ne dépend que de la différence des temps entre l'instant auquel on considère la mesure et notre instant initial, t0. Si on note t moins t0 qui est égal à delta t, alors u de delta t va être égal à peu près
on fait un développement limité à l'ordre 1 de l'exponentielle, puisqu'on sait que l'exponentielle x, pour l'exponentielle, on fait même pas, il n'y a pas de considération sur delta t, même que delta t soit petit ou grand, on peut écrire à l'ordre 1 cette équivalence, puisque l'exponentielle x, c'est la somme des x puissance n sur n factoriel, c'est 1 plus x2 sur 2, donc c'est 1 plus x plus quelque chose. Donc on va l'écrire sous la forme 1 plus x, c'est-à-dire l'identité plus x, x c'était quoi? C'est moins i t moins t0 sur h bar. Ok, donc on peut avoir cette égalité. On dit que grand H est alors le générateur infinitésimal des translations de temps. Si le vecteur psi t0 est état propre de h pour la valeur propre d'énergie En, alors on pourra écrire que notre fonction d'onde psi t est régie dans le temps de la manière suivante. Ce sera l'exponentielle de moins i t moins t0 sur h bar, grand H, appliqué au quête n, qui est un vecteur de base de notre système. Okay, c'est une direction de mesure, on peut dire. Donc exponentielle moins i t moins t0 sur h bar en appliqué au quête n. Et à ce moment-là, on va calculer la densité de probabilité, la probabilité que notre fonction d'onde psi soit dans l'état qui, comme étant, on l'a vu précédemment, le module carré du produit scalaire entre qui et psi. Ce module carré, ce produit scalaire, il se calcule comme suit. Donc on a x scalaire exponentielle moins i t moins t0 en niveau d'énergie sur la constante de Planck h bar scalaire psi de t0, de par la forme même de psi de t. Le module, on fait sortir l'exponentielle de moins i t moins t0 en sur h bar. On sait que l'exponentielle i alpha en module, c'est de module 1, d'accord. Donc exponentielle i alpha, n'importe quoi alpha, c'est de module 1, si alpha est réel. Donc ça, ceci, c'est égal. C'est ça l'égalité la plus intéressante. Je zozote. Alors, on a donc qui scalaire psi de t modulo carré est égal à xi scalaire psi de t0, donc à l'instant initial modulo carré. Et ça, c'est important. Ça nous permet de dire que la probabilité de notre système à un instant t donné, en fait, elle va dépendre que de l'instant t0. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle un état propre de H est appelé état stationnaire, puisque finalement, le temps n'intervient pas. Ok ? Donc en considérant, bon, ça c'est du calcul, c'est un peu lourd, ça n'intervient pas trop dans les calculs. Je vous l'ai mis, je ne vais pas le commenter, je vais le sauter. Voilà, on considère une base propre de H et on peut en fait montrer que psi peut s'écrire sous cette forme-là. Voilà, c'est juste calculatoire, vous le faites. Par contre, ça c'est important, donc je vais le commenter. Valeur propre minimale du Hamiltonien. Alors, théorème. On considère psi un état normé quelconque. Si E0 est l'énergie du fondamental, donc la valeur propre la plus basse de l'Hamiltonien, ok, alors on va avoir, quel que soit notre quête psi, notre vecteur donc phi, pardon, que l'opérateur hamiltonien H pris en sandwich entre les bras phi et le quête phi, c'est du phi, hein, est toujours supérieur ou égal à E0. D'accord? Donc ça nous permet de connaître le positionnement, je dirais, au niveau énergétique dans notre système quantique. Pour une base propre de H formée par l'ensemble des quêtes n, d'accord, donc notre vecteur d'onde phi peut se mettre sous forme de combinaison linéaire, la somme sur n des Cn, puisque c'est une base, hein, c'est la définition même d'une base. Donc il faut savoir ce que c'est qu'une base dans un espace vectoriel, d'accord, donc a fortiori dans un espace de Hilbert, qui est un espace vectoriel particulier, muni d'un produit scalaire particulier hermitien, on l'a vu dans des précédentes vidéos, ça vous devez le savoir. Donc, où la somme sur n des modules de Cn carré est égale à 1. Donc, on a donc cette expression qui à connaître par cœur, à comprendre, mais alors sur le bout des doigts, j'ai envie de faire un zoom dessus, d'ailleurs je le fais, parce que vraiment c'est ce qui est fondamental en quantique, c'est ça. Donc cette expression, vous la connaissez par cœur, qu'est-ce qu'elle nous dit, comment elle s'interprète? Elle s'interprète comme suit, d'accord? Le niveau d'énergie En est une valeur propre de l'hamiltonien H, d'accord, associé à un vecteur propre, et ce vecteur propre, c'est n. Autrement dit, c'est un vecteur de la base. Autrement dit, les vecteurs de base de notre système quantique, donc modélisés sous la forme n, hein, en fait on les numérote, 1, 2, 3, 4, il y en a n. On va considérer que c'est n directions suivant les n dimensions de notre espace quantique. On peut imaginer ce qu'on veut là-dessus, on peut être créatif, mais la chose fondamentale à retenir, c'est la suivante, c'est que donc le niveau d'énergie En est une valeur propre de notre Hamiltonien, d'accord, pour le vecteur propre n, qui est en l'occurrence une base. Donc, on a E0 qui est inférieur ou égal à En, quel que soit n,
Et donc, on va calculer en utilisant cette formule, en utilisant cette identité, pas une identité remarquable, cette identité propre, que H pris en sandwich entre le cas de phi et le cas de phi est égal à E0. C'est égal à la somme sur M des M, CM étoile, puisque c'est squilinéaire, donc on prend le conjugué hermétique, fois H, la somme sur N des Cn. Là, on applique en fait tout simplement la combinaison linéaire. On a exprimé phi comme combinaison linéaire, on l'injecte dans l'équation. Des Cn, moins E0, ok. Donc ça, c'est égal à la somme sur N des M scalaire Cm étoile, somme sur N des Cn, des En, Cn, scalaire En moins E0. On sort la sommation de notre produit scalaire. On peut le faire, on la faire puisque on a la linéarité donc, de notre produit scalaire. Et donc, qu'est-ce qu'il nous sort? Il nous sort, puisqu'on a du Cn étoile avec du Cn, et Cn étoile Cn, c'est le module de Cn au carré, d'accord? Donc, on a somme sur n des modules de Cn carré, fois En, le produit scalaire, ici, bon, là, c'est un M, hein. J'ai mis un M, mais c'est un N, d'accord? Bon, c'est pas grave. Puisqu'en fait, M scalaire N, c'est égal à 0, puisque si M est différent de N, et c'est égal à 1 si M est égal à N. Voir l'opérateur de Kronecker dont j'avais parlé abondamment dans la précédente vidéo, enfin abondamment, dont j'avais expliqué ce qu'il en était. Donc tout simplement, ça s'écrit sous cette forme, et donc ça s'écrit sous la forme des modules de Cn carré, En moins E0, et donc ça c'est positif ou nul. Ok? Donc c'est positif ou nul, on en déduit que comme le module des Cn carré est positif ou nul, on a que le niveau d'énergie En est toujours plus grand que le niveau d'énergie fondamentale. Ok? Donc ça nous permet de calculer. Ça nous permet de dire que par rapport à notre niveau d'énergie fondamentale, notre mesure sur l'hamiltonien sera toujours supérieure à notre niveau d'énergie fondamentale. Voilà. Alors les autres valeurs propres, la fonctionnelle, voilà, niveau d'énergie, au cas de phi, on associe une énergie E phi comme étant égale, voilà, ça c'est normé, phi scalaire phi, si phi n'est pas normé, bon la fonctionnelle est stationnaire. Bon, c'est un concept qui n'intervient pas vraiment beaucoup dans les exercices de quantique. Est-ce que je le commente? Oui, non, voilà. Alors, oui, non. Bon, il y a une démonstration, je ne vais pas la faire. Vous avez juste à suivre les calculs. Juste à suivre les calculs. Donc, j'ai détaillé pas à pas. Pour pouvoir comprendre ça, ben, il faut savoir comprendre comment on distribue un produit scalaire, ce que c'est qu'un bras, voire vidéo précédente, un quête, comment on fait le produit scalaire entre un bras et un quête, comment on distribue les choses, on utilise les propriétés et on obtient le résultat. Puisque la norme au carré, le seul vecteur de norme nulle est le vecteur nul, on obtient ceci. Donc c'est H. Donc autrement dit, H est égal à E phi appliqué à phi. Donc phi, le vecteur phi est un vecteur propre de l'hamiltonien H pour la valeur propre E. Voilà. Alors un autre théorème qui est, celui-là je vais le démontrer parce qu'il est easy. Bon, il faut connaître ou pas le résultat dans les exercices, bon, c'est le théorème d'Ehrenfest et bon, l'inégalité de Heisenberg. Je vous avais dit qu'on reviendrait dessus, du point de vue temporel cette fois-ci. Et on terminera cette vidéo là-dessus, je crois. Voilà. Moi, j'aime beaucoup plus faire des exercices, mais il faut poser à un moment donné des bases, parce que si on fait des exercices sans avoir vu du cours, on se pose des questions. Un quanta, c'est un opérateur indépendant du temps, associé à une grandeur physique constante. Je considère un état psi. Donc je vais dériver par rapport au temps cette relation-là, ok, qui est un produit scalaire, ok. Donc on dérive, c'est une dérivée de fonction compose, de fonction, de produit de fonction. La dérivée de uv' c'est u'v plus uv', toujours pareil. Donc on distribue la dérivation au bras psi, au bras psi d'abord, plus psi multiplié par a, qui est un opérateur qui ne dépend pas du temps, la dérivée par rapport au temps de psi, ok. Donc, j'ai rappelé ici l'équation de Schrödinger. J'ai juste passé IH bar au dénominateur à droite. Et donc, la dérivée, donc je prends le conjugué hermétique de ceci. Donc, le quête devient un bras. Et le complexe devient complexe conjugué, donc du moins I. OK. Donc, à ce moment-là, on injecte dans cette relation cette expression-là. Et on obtient une somme de deux termes. On regroupe ces deux termes, on met 1 sur IH bar en facteur. Ok, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que ce terme-là, c'est le commutateur entre A et H. C'est-à-dire que c'est AH moins H1. Ok,
Autrement dit, et c'est le théorème d'Ehrenfest, la dérivée temporelle de la valeur moyenne calculée suivant notre vecteur d'onde psi d'un observable A est égale à 1 sur IH bar fois la valeur moyenne du commutateur de cet observable A avec notre Hamiltonien. Voilà. Bon, moi je la connais pas par cœur, il la donne dans le système. Je l'ai pas dans les exercices. De toute façon, on développe les calculs, c'est 3 lignes de calcul et on arrive à développer normalement, en général. Alors, d'après les inégalités de Heisenberg, delta psi de A est supérieur à 1,5, on l'a vu précédemment, fois le module de la valeur moyenne du commutateur entre A, l'observable, et l'hamiltonien. On définit un temps caractéristique de la mesure. Tau psi de A est égal à delta psi de A sur la dérivée par rapport au temps du module de A à psi. C'est égal à la variation temporelle. Notre inégalité de Heisenberg va s'écrire, sachant que delta psi de H et delta E, c'est la dispersion de l'énergie. Donc la dispersion de l'énergie multipliée par le temps caractéristique de notre système doit être automatiquement plus grand que H bar sur 2. On dit delta E, delta T supérieur à H bar sur 2, c'est le temps caractéristique. Donc comment ça t'interprète? Ça veut dire que le delta, donc une très grande quantité, donc en fait si on veut avoir delta E en fonction de delta T, on va dire delta E est supérieur à H bar sur 2 delta T. Si on a un delta T très petit, il est au dénominateur, donc on va avoir cette expression qui est très grande, et donc on aura une très grande incertitude sur E. Vice versa, si j'exprime delta T en fonction de delta E, on va voir que delta T, il est minoré par H bar sur 2 delta E. Si delta E est très petit, autrement dit l'écart sur delta E est très petit, on a une très très bonne connaissance de la valeur moyenne de E, du niveau d'énergie, et bien à ce moment-là, on va diviser par quelque chose qui est très petit, qui tend vers 0, donc le terme delta T, il va être minoré par quelque chose de très grand, quasiment infini. Autrement dit, l'incertitude sur le temps, il est infini. Donc, notre inégalité d'Heisenberg nous dit, et la constante fondamentale, c'est la constante de Planck, H bar, voire cours de physique statistique, aussi en mécanique quantique, donc c'est vraiment l'espace de temps infinitésimal, on ne peut pas vraiment descendre en delà de la constante de Planck. Donc voilà, notre inégalité de Heisenberg qui est écrite comme ceci. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop rapide, j'ai exprimé simplement, j'ai rappelé, hein, voilà, le but moi de ma chaîne c'est de faire des exercices d'application, et je suis pas fanat des cours, sauf peut-être en relativité restreinte, où là le cours a à mon sens beaucoup plus d'intérêt que les exercices. Euh, bon, maintenant, voilà, j'ai présenté les concepts fondamentaux essentiels des postulats mécaniques quantiques. C'est la deuxième vidéo, je dirais, de cours. Elle fait suite à la première. Si vous n'avez pas vu la première, je pense que vous avez eu du mal avec celle-là. Bon, voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite. J'ai détaillé les calculs là où il y avait à les détailler. Bon, voilà, j'espère que bon, vous avez suivi en grande partie ce que j'ai expliqué.